J'ai bâti mon entreprise d'électricité à partir de rien sur plus de 30 ans. J'ai donné à ma femme tout ce qu'elle voulait. J'ai élevé 3 enfants, dont un fils que j'ai choisi d'adopter. Puis, elle est rentrée à la maison à 4 heures du matin. Elle a murmuré, ne pose pas de questions. Et j'ai découvert qu'elle volait des anciens combattants tout en couchant avec un autre homme. Je m'appelle Laurent Dupont. La plupart des gens m'appellent Laurent. J'ai 56 ans, et j'ai passé les 30 dernières années à bâtir Dupont Électricité à partir de zéro. J'ai commencé comme artisan indépendant, travaillant dans une camionnette cabossée. Et maintenant, j'ai 15 gars salariés et des contrats dans toute l'Isère. C'est un travail honnête, le genre de travail qui vous fait mal au dos et vous rend les mains rugueuses. Mais c'est le mien. Je l'ai construit avec de la sueur et de l'obstination. Et cela a donné à ma famille tout ce dont elle avait besoin. Peut-être que c'était ça, le problème. Peut-être que je leur ai tellement donné qu'ils ont oublié ce que signifiait de mériter quelque chose. La nuit où tout a basculé a commencé comme des dizaines d'autres avant elle. J'étais dans mon fauteuil inclinable à 3h47, bien éveillé, fixant le ventilateur de plafond qui faisait des cercles paresseux dans le noir. Le sommeil était devenu un étranger au cours des derniers mois. Chaque fois que je fermais les yeux, mon cerveau commençait à cataloguer des détails qui ne collaient pas. Les appels téléphoniques tardifs qu'elle prenait dans le garage. Le nouveau parfum qui ne sentait pas du tout le Chanel que je lui achetais depuis 2 décennies. La façon dont elle avait commencé à dormir sur le bord extrême du lit, comme si j'étais contaminé. À exactement 4h03, j'ai entendu sa voiture se garer dans l'allée. Le moteur s'est coupé, mais elle n'est pas rentrée tout de suite. Je l'ai observée par la fenêtre alors qu'elle restait assise dans le noir, vérifiant son téléphone, arrangeant ses cheveux dans le rétroviseur. Quand elle a enfin marché vers la porte, ses talons ont cliqué sur le béton avec le rythme de quelqu'un qui pensait s'en être tiré à bon compte. La serrure a tourné, la porte s'est ouverte, elle est entrée, et même dans la faible lumière de la rue, j'ai pu voir qu'elle avait l'air différente. Ses cheveux étaient plus en bataille qu'ils n'auraient dû l'être pour une réunion de planification d'une œuvre caritative censée s'être terminée à 23h. Son chemisier était mal boutonné. Un côté pendant plus bas que l'autre. Et il y avait autre chose, quelque chose dans sa façon de bouger, comme si elle était encore imprégnée de l'endroit où elle avait réellement été. Je n'ai pas allumé la lumière. Je suis juste resté assis dans mon fauteuil inclinable, les mains posées sur les accoudoirs usés, à la regarder enlever ses talons près de la porte. Elle ne m'a pas vu tout de suite. Elle était trop occupée à ressortir son téléphone, souriant à l'écran comme s'il lui racontait des secrets que je ne serais jamais autorisé à entendre. Longue réunion, ai-je dit doucement. Elle a sursauté, sa main volant à sa poitrine alors qu'elle se tournait vers ma voix. L'espace d'une seconde, j'ai vu quelque chose traverser son visage. Pas de la culpabilité exactement, plutôt l'agacement d'avoir été prise au dépourvu. Laurent, a-t-elle dit, et sa voix avait cette intonation qu'elle prenait toujours quand elle était sur le point de me mentir. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais debout? Je n'arrivais pas à dormir, ai-je répondu, gardant un ton neutre. Ça arrive souvent ces temps-ci. Elle est passée devant moi vers le couloir. Et c'est là que je l'ai sentie. Pas son parfum. Autre chose. De l'eau de Cologne pour homme. Le genre qui est vendu dans des flacons en forme de grenade et dont on fait la publicité pendant les matchs de football. Thierry Lemaire portait ce parfum. Je le savais parce que je l'avais senti sur lui des centaines de fois au fil des années quand nous travaillions sur des chantiers ensemble, à l'époque où je pensais encore qu'il était mon ami. Comment s'est passée la réunion, ai-je demandé, la voix aussi stable qu'un niveau à bulles. Valérie Dupont s'est arrêtée dans le couloir, me tournant le dos, ses épaules se tendant très légèrement. Puis, elle a tourné la tête, sans me regarder tout à fait, et a murmuré quelques mots qui m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir, ne pose pas de questions. Pas, c'était bien. Pas, nous avons bien avancé. Juste, ne pose pas de questions. Livré avec un petit sourire en coin qui disait qu'elle me pensait trop faible, trop stupide ou trop déconnectée pour faire quoi que ce soit à propos de ce qu'elle avait bien pu faire. Elle a disparu dans la chambre. La porte s'est refermée avec un clic. J'ai entendu la douche couler 1 minute plus tard. Je suis resté assis dans l'obscurité, mes mains reposant toujours sur les accoudoirs. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti autre chose que de la confusion et de la douleur. J'ai ressenti de la clarté. Une clarté froide et tranchante qui balayait toutes les excuses que je lui avais trouvées, toutes les fois où je m'étais dit que j'imaginais des choses.
J'ai sorti mon téléphone et ouvert mes contacts. J'ai fait défiler les noms des fournisseurs, des électriciens et des inspecteurs en bâtiment jusqu'à ce que je trouve celui dont j'avais besoin. Sébastien Dupont, mon jeune frère. De plusieurs années mon cadet est le meilleur détective privé de l'Isère. Nous ne nous étions pas parlé depuis 3 mois. Pas depuis que j'avais décliné son invitation à aller pêcher parce que Valérie avait dit qu'elle avait besoin de moi à la maison pour un dîner. Ce qui n'avait jamais eu lieu. Je ne l'ai pas appelé. Pas encore. Mais j'ai regardé son nom pendant un long moment, mon pouce planant au-dessus de l'écran. Puis j'ai ouvert mon application de notes et j'ai commencé à taper. Tout ce que j'avais remarqué au cours des 6 derniers mois, chaque mensonge, chaque incohérence, chaque moment qui ne semblait pas normal, les dates, les heures, les détails. J'étais électricien. Je savais comment remonter un circuit jusqu'à sa source. Et Valérie allait devoir me montrer exactement où celui-ci menait. Au moment où le soleil a commencé à saigner de l'orange à travers la fenêtre de la cuisine, j'avais 4 pages de notes et un plan prenait forme dans ma tête. Elle pensait que j'étais prévisible, pensait que je plierais mon linge métaphorique et que je ne poserais aucune question. Elle était sur le point d'apprendre que 30 ans à tirer des câbles et à lire des plans m'avaient appris quelque chose de précieux sur les systèmes. Vous ne pouvez pas voir les dégâts de l'extérieur. Vous devez entrer dans les murs. Vous devez tracer chaque connexion. Et vous devez savoir exactement quel disjoncteur couper pour tout éteindre définitivement. J'ai fermé mon application de notes et regardé mon téléphone un instant de plus. Puis j'ai ouvert mes messages et tapé quelques mots à mon frère, besoin de ton aide. Urgent. Sa réponse est revenue en moins de 30 secondes, j'arrive. Sébastien est arrivé à 6h47 dans son vieux pick-up Ford. Celui avec la bosse sur la portière passager datant de l'époque où il avait filé un fugitif sur le parking d'un Carrefour il y a 2 ans. Je l'ai regardé se garer dans la rue plutôt que dans l'allée. Une habitude prise après des années de surveillance. Ne jamais bloquer sa sortie. Ne jamais annoncer sa présence. Toujours se laisser une échappatoire. Je suis allé à sa rencontre à la porte avant qu'il ne puisse frapper. La dernière chose dont j'avais besoin était que Valérie se réveille et pose des questions auxquelles je n'étais pas encore prêt à répondre. Sébastien avait l'air le même que d'habitude. Un jean et une chemise boutonnée, des lunettes de soleil accrochées à son col, une sacoche en cuir usé sur l'épaule, mais ses yeux étaient vifs lorsqu'ils ont croisé les miens. Déjà au travail, déjà en train d'analyser la situation. Tu as une mine affreuse, a dit doucement Sébastien alors que je le faisais entrer. 4 heures de sommeil en 3 jours, ça fait cet effet-là, ai-je répondu en fermant la porte derrière lui. Du café? Toujours. Nous sommes allés dans la cuisine et j'ai versé 2 tasses de la cafetière que j'avais préparée 1 heure auparavant. Sébastien s'est assis à la table, a sorti un bloc-notes jaune et un stylo de son sac et m'a regardé avec l'expression de quelqu'un qui attendait cette conversation depuis longtemps. Alors, a-t-il dit. Valérie. J'ai hoché la tête, enveloppant mes mains autour de ma tasse. Valérie. Depuis combien de temps le sais-tu, a demandé Sébastien, son stylo courant déjà sur le papier. J'en suis sûr depuis environ 4 heures. Je m'en doutais depuis 6 mois, peut-être plus. J'ai pris une gorgée de café. J'ai laissé l'amertume m'ancrer. Elle est rentrée à 4 heures ce matin. Des boutons mal boutonnés sur sa chemise. Un parfum différent. Elle fuyait mon regard. Sébastien a noté quelque chose. Elle a dit où elle était. Une réunion d'association caritative pour le Fonds des vétérans. Elle a dit que ça s'était éternisé. À 4 heures du matin. Le sourcil de Sébastien s'est levé. Ce n'est même pas crédible. Non, ai-je acquiescé. Ça ne l'est pas. Tu penses savoir qui c'est, a demandé mon frère, bien que d'après le ton de sa voix, il s'en doutait déjà. J'ai posé ma tasse plus brutalement que je ne le voulais. Thierry Lemaire. Sébastien a arrêté d'écrire et a levé les yeux vers moi. Ton ancien collègue de travail? Thierry? Le gars qui t'empruntait tes outils et ne te les rendait jamais à temps. C'est bien Thierry Lemaire. C'est lui. Fils de. Sébastien s'est retenu et a secoué la tête. D'accord, donne-moi tout. Chronologie, habitude, tout ce qui sort de l'ordinaire. J'ai passé les 20 minutes suivantes à tout lui détailler. Les appels téléphoniques tardifs que Valérie avait commencé à prendre dans le garage il y a environ 8 mois. Les nouveaux vêtements qu'elle achetait mais ne portait jamais avec moi.
La façon dont elle avait commencé à aller à la salle de sport à des heures bizarres, rentrant doucher mais pas en sueur. Le fonds des vétérans pour lequel elle s'était soudainement passionnée. Le même où la femme de Thierry, Sophie, était bénévole. Les frais de carte de crédit que j'avais remarqués. Des restaurants où je n'étais jamais allé. Des hôtels en ville qu'elle prétendait visiter pour le travail. Sébastien notait tout, posant parfois des questions, son visage s'assombrissant à chaque détail. Quand j'ai terminé, il s'est adossé à sa chaise et a tapoté son stylo contre le bloc-notes. C'est un cas d'école, a-t-il dit. Elle ne fait même plus attention. Ça veut dire soit qu'elle te croit trop aveugle pour remarquer, soit qu'elle veut que tu le découvres. Ou qu'elle s'en fiche complètement, ai-je ajouté doucement. Peut-être. Sébastien m'a longuement observé. Qu'est-ce que tu attends de ça, Laurent? Tu veux des preuves pour un divorce? Tu veux savoir depuis combien de temps ça dure? Tu veux découvrir s'il y en a d'autres? Je veux tout, ai-je dit, et j'ai été surpris du calme de ma voix. Chaque détail, chaque mensonge, chaque fois qu'elle m'a regardé dans les yeux pour me raconter des conneries. Je veux savoir exactement qui est ma femme depuis ces nombreux mois ou années que ça dure. Sébastien a hoché lentement la tête. Je peux faire ça. Mais Laurent, une fois que tu sauras tout, tu ne pourras pas l'oublier. Certaines des choses que je vais trouver pourraient faire plus mal que ce que tu imagines. Tant mieux, ai-je dit. J'ai fini d'imaginer. Je veux des faits. Mon frère s'est levé et a rangé son bloc-notes dans son sac. Je commence aujourd'hui. Traceur GPS sur sa voiture, vérification de ses cartes de crédit, récupération de ses relevés téléphoniques si tu peux me fournir une copie de la facture. Je vais aussi faire des vérifications sur Thierry et sur quiconque gravite dans son cercle. Il s'est arrêté à la porte de la cuisine. Encore une chose. Où est Julien? Il reste dans la maison en location, ai-je dit. Le duplex de la rue des Érables. Il a emménagé il y a 3 semaines. Il avait besoin de son propre espace après son retour de déploiement. Il sait ce qui se passe, a demandé Sébastien. Pas encore, ai-je admis. Mais Julien est perspicace. Il se doute probablement de quelque chose. Le gamin a un bon instinct. Tiens-le au courant quand tu seras prêt, a conseillé Sébastien. Tu auras besoin de gens de ton côté quand ça va exploser. Et Laurent, ça va exploser. J'y compte bien. 3 jours après que Sébastien a commencé son enquête, j'ai reçu un appel qui a tout changé. Ce n'était pas mon frère. C'était Maxime Renard, un gars que j'avais embauché il y a 5 ans, fraîchement sorti de l'école des métiers. Un bon travailleur, qui ne manquait jamais un jour, et dont le père était un vétéran de la guerre du Golfe qui recevait de l'aide du même fonds des vétérans pour lequel Valérie était soi-disant bénévole. « Patron, vous avez une minute ?» a demandé Maxime quand j'ai répondu. Sa voix semblait tendue, mal à l'aise. « Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ?» J'étais dans le camion entre 2 chantiers, en train de manger un sandwich qui avait le goût de carton. Maxime a hésité. « C'est à propos de cette association caritative avec laquelle votre femme travaille, le Fonds des vétérans. » J'ai posé le sandwich. « Qu'est-ce qu'il y a avec ça ? » Mon père a reçu une lettre hier. Ils ferment le programme d'assistance d'urgence parce qu'ils n'ont plus les fonds. Maxime a fait une pause. « Mais patron, j'ai vu les chiffres de leur dernière collecte de fonds. Ils ont récolté plus de 185 000 €. Où est passé cet argent ? » J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. « Tu es sûr de ces chiffres ? » Positif, a répondu Maxime. Ma petite amie a aidé à organiser la vente aux enchères silencieuses. Elle a gardé tous les reçus. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon camion pendant un long moment. Le moteur tournait, l'esprit en ébullition. Puis j'ai appelé Sébastien. « J'ai besoin que tu examines les finances du Fonds des vétérans, ai-je dit lorsqu'il a décroché. Il y a quelque chose qui cloche. » Je suis déjà dessus, m'a dit Sébastien. J'ai un ami au bureau de contrôle des associations de l'État. Je devrais avoir des dossiers préliminaires d'ici demain. Fais en sorte que ce soit aujourd'hui, ai-je dit. Je pense que Valérie ne fait pas que me tromper. Je crois qu'elle vole. Les documents sont arrivés à 18 h ce soir-là. Sébastien s'est présenté à mon atelier après le départ de mon équipe, a étalé une pile de papiers sur mon bureau et a observé mon visage pendant que je les lisais.
Le Fonds des vétérans avait perçu 780 000 € au cours des 3 dernières années par le biais de collecte de fonds, de dons et de subventions. Selon les dossiers, ils avaient versé 625 000 € d'aide aux anciens combattants et à leurs familles. Cela laissait 155 000 € pour les coûts de fonctionnement, ce qui semblait raisonnable pour une organisation de cette taille. Sauf que Sébastien avait trouvé autre chose. Un deuxième ensemble de livres comptables cachés dans l'ordinateur portable personnel du trésorier du fonds. Les vrais chiffres montraient que seulement 315 000 € avaient été versés aux anciens combattants. Le reste, plus de 315 000 €, avait été détourné via de fausses factures vers une société appelée Horizon Gestion Immobilière. Laisse-moi deviner, ai-je dit d'un ton monocorde. Horizon n'existe pas, oh, elle existe, m'a corrigé Sébastien. Constituée il y a 2 ans au Luxembourg. Tu veux savoir qui est le mandataire social? Je le savais déjà, mais je l'ai laissé le dire quand même. Camille Dupont, a dit Sébastien en faisant glisser un autre document sur le bureau. Ta fille. Elle a mis en place la société Écran, pensant probablement que personne ne ferait le lien entre son cabinet d'avocat et une escroquerie caritative. J'ai fixé la signature de ma fille sur les statuts de la société. Camille, ma petite fille, à qui j'avais payé ses études de droit, dont j'avais été si fier lorsqu'elle avait réussi le barreau. Elle avait aidé sa mère à voler des vétérans, des gars comme Julien, qui avaient tout donné pour ce pays et qui étaient rentrés chez eux avec rien d'autre que des cauchemars et un gouvernement qui se souvenait à peine de leur existence. Il y a plus, a dit doucement Sébastien. Les chèques d'Horizon ont été encaissés dans 3 banques différentes. J'ai retracé les dépôts. La moitié est allée sur un compte au nom de Valérie. L'autre moitié est allée sur un compte appartenant à Thierry Lemaire. J'ai levé les yeux vers lui. Thierry est dans le coup, lui aussi. Jusqu'au cou, a confirmé Sébastien. Et Laurent, il y a autre chose que tu dois savoir. Thierry a utilisé cet argent pour faire des offres inférieures aux tiennes sur les chantiers. Il a remporté des contrats avec des prix que tu ne pouvais pas égaler parce qu'il finançait son entreprise avec de l'argent volé. C'est là que tout s'est éclairé. Le projet de la rue de la République que j'avais perdu il y a 6 mois. La rénovation de l'école qui est allée à l'entreprise de Thierry même si mon offre était meilleure. Le chantier de l'entrepôt qui m'a mystérieusement filé entre les doigts alors que j'avais d'excellentes relations avec le client. Il n'avait pas seulement couché avec ma femme. Il l'avait utilisée, elle et ma fille, pour détruire mon entreprise tout en détroussant les vétérans. Je me suis levé lentement, j'ai marché jusqu'à la fenêtre, j'ai regardé le parking vide. Mes mains ne tremblaient pas. Mon esprit était clair. La colère que je ressentais n'était pas chaude et explosive. Elle était froide, précise, chirurgicale. Je veux que tout soit documenté, ai-je dit en me tournant vers Sébastien. Chaque transaction, chaque fausse facture, chaque dépôt, et je veux connaître tous les gens impliqués. Qu'est-ce que tu vas faire, a demandé mon frère. Je vais truffer toute la maison de micros, ai-je répondu. Des caméras, de l'audio, tout. Je veux les prendre en flagrant délit d'en parler. Et ensuite, je vais les présenter à quelques amis du bureau du procureur. Sébastien a souri. Ce n'était pas un gentil sourire. Détournement de fonds et escroquerie en bande organisée au détriment d'une association. C'est de la prison ferme. Bien, ai-je dit. Ils l'ont mérité. J'ai appelé Julien ce soir-là, je lui ai dit que j'avais besoin de son aide pour quelque chose. Je n'ai pas précisé quoi. Il est arrivé le lendemain matin à 7 heures, l'air d'aller mieux qu'il ne l'avait été depuis des mois. Les cernes sous ses yeux étaient moins prononcées et il avait pris un peu de poids. L'espace que je lui avais donné dans le duplex faisait l'effet espéré, lui donnant de la place pour guérir. « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» a demandé Julien en s'asseyant en face de moi dans la cuisine. Il m'appelait toujours papa. Même s'il savait que je l'avais adopté quand il avait 8 ans, cela n'avait pas d'importance que nous ne partagions pas le même sang. Ce qui comptait, c'est que j'avais été là chaque jour depuis. J'ai fait glisser un dossier de l'autre côté de la table. J'ai besoin que tu regardes quelque chose et j'ai besoin que tu me dises si je suis fou. Julien a ouvert le dossier et a commencé à lire. J'ai regardé son visage changer à mesure qu'il examinait les dossiers financiers, les fausses factures, les documents de la société Écran. Quand il est arrivé à la page montrant le nom de Camille, sa mâchoire s'est contractée. Quand il a vu le montant volé au fond des vétérans, ses mains ont commencé à trembler. « C'est réel ?» a demandé Julien, d'une voix basse et dangereuse. Chaque mot, ai-je confirmé.
Julien a reposé les papiers avec précaution, comme s'ils pouvaient exploser. Maman a volé le fonds. Le même fonds qui est censé aider des gars comme moi. Elle est Thierry Lemaire, ai-je ajouté. Avec l'aide de Camille pour la structure juridique. Camille savait. Julien a levé les yeux vers moi et j'ai vu dans son regard quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de la colère, mais quelque chose de plus froid. De la trahison. Elle m'a regardé lutter avec l'ONAC. Elle m'a regardé me battre pour obtenir mes indemnités d'invalidité. Et elle savait que maman volait les anciens combattants. Je suis désolé, mon fils, ai-je dit doucement. Julien s'est levé, a fait les 100 pas jusqu'à la fenêtre, les épaules tendues. Quand il s'est retourné, son visage était impassible, mais je pouvais voir le militaire en lui maintenant, cette partie de lui qui avait appris à compartimenter la douleur et à se concentrer sur la mission. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse » a demandé Julien. J'ai sorti un autre dossier. Sébastien installe des caméras dans la maison demain pendant que Valérie n'est pas là. J'ai besoin que tu m'aides à tout documenter dans mon bureau, tous les dossiers qu'elle pourrait essayer de détruire. Et Julien, il faut que tu saches quelque chose. Quand ça va exploser. Camille et Antoine prendront le parti de leur mère. Antoine est un parasite, a dit Julien sans détour. Il ira là où est l'argent. Mais Camille. Il a secoué la tête. Je croyais qu'elle valait mieux que ça. Moi aussi, ai-je avoué. Julien m'a regardé un long moment. Tu sais ce qui est le pire? J'ai pris sa défense. L'année dernière, quand des gars à l'association des anciens combattants disaient du mal des avocats, je leur ai dit que Camille faisait partie des bons. J'ai dit qu'elle se souciait vraiment d'aider les gens. Elle a fait ses choix, ai-je dit. Maintenant, nous faisons les nôtres. Quel est l'objectif final, a demandé Julien en se rasseyant. Je vais tout documenter, monter un dossier si solide qu'ils ne pourront pas s'en sortir. Puis je vais le remettre à la police judiciaire et les regarder tous tomber. J'ai fait une pause. Et Julien, je vais m'assurer que chaque vétéran qui a été lésé sera remboursé. J'ai des économies. Je vais couvrir les pertes. Les yeux de Julien se sont écarquillés. Papa, ça fait plus de 275 000 €. Je sais, ai-je dit. Mais c'est la chose à faire. Et fiston, j'ai appris il y a longtemps que faire ce qui est juste n'est pas toujours facile, mais ça en vaut toujours la peine. Julien a tendu le bras à travers la table et m'a agrippé l'épaule. Compte sur moi. Quoi que tu aies besoin. C'est là que j'ai su que je l'avais bien élevé. Le sang ne faisait pas une famille. L'honneur, si. Et Julien avait plus d'honneur dans son petit doigt que Valérie, Camille et Antoine réunis. Sébastien a installé les caméras un jeudi matin alors que Valérie était censée être à une réunion du conseil d'administration du Fonds des vétérans. Julien et moi avons aidé à passer les câbles dans le grenier, cachant l'équipement là où elle ne penserait jamais à regarder. Nous avons placé des caméras dans le salon, la cuisine, le bureau et la chambre principale. Des enregistreurs audio dans chaque pièce. Le tout relié à un serveur sécurisé que Sébastien contrôlait depuis son bureau. Ça me fait un effet bizarre, a dit Julien alors que nous terminions dans la chambre. Comme si on était les méchants. Nous ne le sommes pas, l'ai-je rassuré en ajustant la caméra cachée dans le détecteur de fumée. Nous documentons des crimes. Il y a une différence. Ça me donne quand même l'impression d'être sale, a marmonné Julien. Sébastien a monté les escaliers en portant sa boîte à outils. Tout est prêt. Les systèmes sont en ligne et enregistrent. Tout est transféré sur un stockage cloud chiffré en temps réel. Donc, même si elle trouve les caméras et les détruit, nous aurons les images. Combien de temps avant d'avoir quelque chose d'exploitable, ai-je demandé. Ça pourrait prendre des jours, ça pourrait prendre des semaines, a répondu Sébastien. Ça dépendra à quel point elle fait des erreurs. Mais Laurent, avec des criminels de ce genre, ils finissent toujours par faire des erreurs. Ils se croient intouchables. Ce soir-là, Valérie est rentrée à 23h30. Je regardais la télévision dans le salon, et elle est passée devant moi comme si j'étais un meuble, jetant à peine un coup d'œil dans ma direction. Elle est allée directement dans la chambre, a fermé la porte, et je l'ai entendue au téléphone quelques minutes plus tard. J'ai sorti mon ordinateur portable, me suis connecté au système de surveillance que Sébastien avait installé. Le son de la chambre est passé de manière limpide. Je sais, disait Valérie, la voix basse. Il n'est au courant de rien.
Aujourd'hui, il m'a demandé comment s'était passée la réunion et j'ai juste souri en disant que c'était productif. Il croit tout ce que je lui dis. Une pause pendant que la personne à l'autre bout répondait. Thierry, je me fiche de ses sentiments, a continué Valérie. Et l'entendre prononcer son nom à haute voix, confirmant ce que je savais déjà, m'a fait l'effet d'avaler du verre. Les dépôts du fonds arrivent demain. Ça fait encore 39 000 € partagés entre nous. D'ici la fin de l'année, nous aurons assez pour faire le grand saut. Une autre pause. Non, Camille s'occupe de la paperasse. Elle a déjà ouvert les comptes aux îles Caïmans. Une fois que nous aurons tout transféré, Laurent ne pourra pas y toucher. Et honnêtement, après toutes ces années où il m'a ennuyé à mourir avec ses normes électriques et ses histoires de chantier, je pense que je l'ai bien mérité. Elle a ri alors. Elle a vraiment ri, comme si voler son mari et des anciens combattants était une sorte de blague. Je dois y aller, a dit Valérie. Mais demain soir, même endroit. Au Grand Hôtel du Rhône, chambre 412. Une pause, puis plus doucement. Tu me manques aussi. À demain. L'appel s'est terminé. Je suis resté assis là, à fixer l'écran de mon ordinateur portable, observant Valérie se préparer pour la nuit grâce à la caméra cachée, et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni douleur, juste un calcul froid. Elle venait de tout avouer. La liaison avec Thierry, la fraude financière, l'implication de Camille, même leur plan pour transférer l'argent à l'étranger. J'ai sauvegardé le fichier audio, l'ai envoyé à Sébastien avec un eurodatage, puis je l'ai transféré vers une adresse email sécurisée que j'avais créée spécifiquement pour l'épreuve. Ensuite, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des semaines. J'ai dormi, j'ai vraiment dormi, parce que je savais exactement ce qui allait suivre, et j'étais prêt. Le lendemain matin, je suis allé au cabinet de mon avocat. Pas l'avocat de famille que nous utilisions depuis des années, celui que Valérie connaissait. Je suis allé voir maître Hélène Garnier, un requin en tailleur sur mesure, spécialisé dans les divorces à fort patrimoine et les délits financiers. Monsieur Dupont, a dit Hélène en me faisant signe d'entrer dans son bureau. Votre frère m'a dit que vous aviez besoin d'une représentation immédiate. J'ai besoin de 2 choses, lui ai-je dit en m'asseyant. Premièrement, j'ai besoin de divorcer de ma femme d'une manière qui protège chaque actif que j'ai construit. Deuxièmement, j'ai besoin de m'assurer qu'elle aille en prison pour ce qu'elle a fait. Hélène a souri. C'était le sourire de quelqu'un qui attendait une affaire comme celle-ci. Dites-moi tout. Je l'ai fait. Je lui ai montré les relevés financiers, les documents de la société écran, l'enregistrement audio de la nuit dernière. J'ai regardé ses yeux s'illuminer lorsqu'elle a compris ce qu'elle avait sous les yeux. C'est du pénal, a dit Hélène en s'adossant à sa chaise. Fraude électronique, fraude caritative, possiblement blanchiment d'argent. Monsieur Dupont, votre femme risque une peine très lourde. 20 ans, peut-être plus. Bien, ai-je dit. Que dois-je faire? D'abord, nous allons tout geler, a expliqué Hélène. Je vais déposer une requête d'urgence pour geler tous les biens communs en attendant l'enquête. Ensuite, nous allons contacter la police judiciaire. Ils voudront cette affaire. Troisièmement, nous allons nous assurer que chaque centime volé à ce fonds pour les vétérans soit restitué et que les responsables paient pour cela. Ma fille est impliquée, ai-je dit doucement. Camille, elle est avocate. C'est elle qui a créé la société écran. L'expression d'Hélène n'a pas changé. Alors votre fille sera radiée du barreau et poursuivie. La famille ne bénéficie d'aucun passe-droit quand il s'agit de criminalité financière, monsieur Dupont. Je sais, ai-je dit. J'avais juste besoin de l'entendre dire par quelqu'un d'autre. 2 jours plus tard, Thierry Lemaire s'est présenté à mon atelier. J'étais dans l'entrepôt en train de vérifier l'inventaire quand Maxime est venu me chercher, l'air nerveux. Patron, Thierry Lemaire est là. Il dit qu'il doit vous parler d'un chantier. J'ai senti ma mâchoire se crisper, mais j'ai gardé une voix égale. Fais-le entrer. Thierry est entré dans l'entrepôt comme s'il était le propriétaire des lieux. Ce sourire facile sur son visage. Le même sourire qui m'avait trompé pendant des années. Il portait des bottes de prix, un jean de marque, une veste en cuir qui coûtait probablement plus cher que les mensualités de mon camion. Tout acheté avec de l'argent volé. Laurent, a dit Thierry en me tendant la main comme si nous étions toujours amis. Ça fait un bail, mec. Comment vont les affaires? J'ai regardé sa main,
mais je ne l'ai pas prise. J'ai simplement croisé les bras et je l'ai dévisagée. Qu'est-ce que tu veux, Thierry? Son sourire a légèrement vacillé. C'est froid, mon pote. Un vieil ami ne peut pas passer dire bonjour? Nous ne sommes pas amis, ai-je dit sèchement. Nous ne le sommes plus depuis un moment. Alors je répète, qu'est-ce que tu veux? L'expression de Thierry s'est un peu durcie. Très bien. Je fais une offre pour la rénovation de l'école primaire des Saules. J'ai entendu dire que toi aussi. Je me suis dit qu'on pourrait en discuter. Éviter une guerre des prix. Trouver un arrangement. Trouver un arrangement, ai-je répété lentement. Tu veux dire comme les arrangements que tu as trouvés avec ma femme. Thierry a blêmi. Pendant une seconde, j'ai vu la panique briller dans ses yeux avant qu'il ne se reprenne, forçant un rire confus. De quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je parle, ai-je dit en faisant un pas de plus. Le jeudi soir au Grand Hôtel du Rhône dans la chambre 412, par exemple. Tu veux qu'on continue? Les mains de Thierry se sont serrées en poing sur ses flancs. Laurent, je ne sais pas ce que tu penses savoir, mais... Je sais tout, les jeux interrompus, d'une voix mortellement calme. Je sais pour Valérie et toi. Je sais pour le fonds des vétérans. Je sais pour la société écran et les comptes offshore. Je sais comment tu as utilisé de l'argent volé pour faire baisser mes prix et détruire mon entreprise. Je sais tout, Thierry. Le moindre petit détail. Thierry a reculé d'un pas et j'ai vu quelque chose changer sur son visage. Le masque amical est complètement tombé, remplacé par quelque chose de laid et de désespéré. Tu ne peux rien prouver de tout ça. Oh que si, ai-je répondu. Enregistrements audio, relevés bancaires, traces écrites, témoignages. Je peux prouver chaque chose que je viens de dire. Et voici ce qui va se passer ensuite. Tu vas rentrer chez toi et dire à ta femme, Sophie, ce que tu as fait. Tu vas tout lui dire parce que si tu ne le fais pas, je le ferai. Sophie n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit, a dit Thierry précipitamment. Sophie est procureure, ai-je répondu, en regardant son visage devenir livide. Avais-tu oublié ce détail ou as-tu juste présumé qu'elle ne découvrirait jamais que son mari était un voleur et un menteur? La voix de Thierry s'est abaissée en un sifflement. Si tu le dis à Sophie, je ferai en sorte que Valérie te prenne tout lors du divorce. J'ai souri alors. Pas un gentil sourire. Le sourire d'un homme qui a toutes les cartes en main. Valérie va en prison, Thierry. Et toi aussi. L'Office central s'occupe déjà de l'affaire. Il monte le dossier en ce moment même. Alors vas-y, fais toutes les menaces que tu veux. Ça n'aura aucune importance là où tu vas. Tu bluffes, a dit Thierry, mais sa voix tremblait. Vraiment? J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert le fichier audio d'il y a 2 nuits, et je l'ai lancé. La voix de Valérie a rempli l'entrepôt. Clair comme le jour. Thierry, je me fiche de ses sentiments. Les dépôts du fonds arrivent demain. Ça fait encore 39 000 € partagés entre nous. J'ai arrêté l'enregistrement. Thierry restait figé, son visage ayant pris la couleur du vieux béton. Sors de mon atelier, ai-je dit doucement. Et Thierry, ne reviens plus. Jamais. Thierry a tourné les talons et s'est éloigné, ses bottes chères résonnant sur le sol en béton. Il ne s'est pas retourné. Il n'a pas dit un mot de plus. Il est juste monté dans son camion et est parti. Et je savais que je ne le reverrais plus jamais, sauf peut-être dans un tribunal. Maxime a surgi de derrière une pile de bobines de fil. Bon sang, patron. Est-ce que ça vient vraiment de se passer? Ouais, ai-je dit en rangeant mon téléphone. En effet. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? A demandé Maxime. J'ai regardé le parking et la place vide où se trouvait le camion de Thierry. Maintenant, on attend. Et Maxime, dis à ton père que chaque vétéran qui a été lésé par ce fonds récupérera son argent. Je vais m'en assurer. L'agent Thomas Dubois de la brigade financière m'a appelé un vendredi matin. Sébastien avait tout transmis aux autorités 3 jours plus tôt et apparemment, ils avaient agi vite. Les enquêteurs ne plaisantaient pas quand il s'agissait de vol au détriment des vétérans. Monsieur Dupont, j'ai besoin que vous veniez pour un entretien, a dit l'agent Dubois, sa voix professionnelle mais pas inamicale. Nous avons examiné les documents que votre frère a soumis et nous aimerions discuter des prochaines étapes. Je l'ai retrouvé à l'hôtel de police en centre-ville,
un bâtiment imposant qui me faisait me sentir petit malgré mon mètre 88. L'agent Dubois s'est révélé être un homme trapu d'une quarantaine d'années avec un regard perçant et une poignée de main à tordre de l'acier. Il m'a conduit à une salle de conférence où un autre agent attendait. Une femme nommée Moreau qui avait l'air de pouvoir me jeter à travers un mur si nécessaire. « Monsieur Dupont, vous avez monté un sacré dossier », a dit l'agent Dubois, étalant les documents sur la table. Sociétés écrans, fausses factures, association de malfaiteurs, escroquerie. Votre femme et Thierry Lemaire risquent de lourdes peines de prison. Et ma fille, ai-je demandé, les mots ayant un goût amer. Camille. Elle a mis en place la structure juridique. L'agent Moreau s'est penché en avant. Maître Dupont est avocate. Elle aurait dû savoir que ce qu'elle faisait était illégal. Elle sera inculpée comme complice et fera face à une procédure de radiation. J'ai hoché lentement la tête. L'entendre confirmer rendait la chose réelle d'une manière qui ne l'était pas auparavant. Ma fille allait aller en prison. La petite fille à qui j'avais appris à faire du vélo allait être condamnée. Nous avons besoin de votre coopération, a poursuivi l'agent Dubois. Nous voulons que vous portiez un micro. Faites en sorte que votre femme parle du stratagème, que ce soit enregistré. Nous avons le son de la surveillance de votre domicile, mais une conversation directe avec vous verrouillerait l'affaire. Quand, ai-je demandé. Demain soir, a répondu l'agent Dubois. Nous allons vous équiper du matériel d'enregistrement. Tout ce que vous avez à faire, c'est poser les bonnes questions et la laisser parler. Pouvez-vous faire ça? J'ai pensé à Valérie riant au téléphone avec Thierry, disant à quel point j'étais stupide. J'ai pensé à tous les vétérans à qui on avait refusé de l'aide parce qu'elle avait volé leur argent. J'ai pensé à Julien rentrant de la guerre avec rien d'autre que des cauchemars dans un pays qui ne pouvait même pas protéger le fonds censé l'aider. Ouais, ai-je dit, je peux faire ça. Le lendemain soir, j'étais assis dans un fourgon de police à 2 pâtés de maison de chez moi pendant que l'agent Moreau m'installait un micro. L'équipement était plus petit que je ne le pensais. Juste un minuscule microphone accroché à l'intérieur de mon col et un émetteur de la taille d'un jeu de cartes scotché dans le bas de mon dos. Soyez naturel, m'a conseillé l'agent Moreau. Ne forcez pas trop les choses. Laissez la conversation couler. Si elle a des soupçons, reculez. Elle n'aura pas de soupçons, ai-je dit. Elle pense que je suis un idiot. L'agent Dubois m'a tendu une liste de sujets à aborder. Le fonds des vétérans, la société écran, Thierry, leur plan pour l'argent. Abordez-en le plus possible, mais sans que ce soit évident. Vous êtes juste un mari inquiet qui pose des questions. Je suis rentré chez moi, je me suis garé dans l'allée, et je suis entré dans ma maison pour ce que je savais être l'une des dernières fois en tant qu'homme marié. Valérie était dans la cuisine en train de préparer le dîner, fredonnant une chanson diffusée sur son téléphone. Elle a levé les yeux quand je suis entré et a souri, le même faux sourire qu'elle me servait depuis des mois. « Salut chérie », a dit joyeusement Valérie. « Comment s'est passée ta journée ?»« Longue », ai-je répondu en posant mes clés sur le comptoir. « Il faut qu'on parle. » Son sourire a légèrement vacillé. « De quoi ?» J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application bancaire, et je lui ai montré l'écran. « De ça. Je vérifiais nos comptes aujourd'hui, et j'ai remarqué des irrégularités. De l'argent qui entre et sort de comptes que je ne reconnais pas, le visage de Valérie a pâli. « Je peux t'expliquer, Laurent. » « Explique, alors, ai-je dit calmement, parce que d'où je me place, on dirait que quelqu'un transfère de l'argent sans me le dire. » Elle a posé la cuillère en bois qu'elle tenait, s'est essuyé les mains sur un torchon. Quand elle m'a regardé, ses yeux étaient calculateurs, essayant de deviner ce que je savais exactement. Ce sont des comptes d'investissement. J'ai travaillé avec un conseiller financier. Quel conseiller financier, ai-je insisté. Quel est son nom? Son nom est. C'est compliqué, a balbutié Valérie. Je ne voulais pas t'embêter avec les détails. Essaie pour voir, ai-je dit. Les détails m'intéressent beaucoup. Valérie a fait les 100 pas jusqu'à la fenêtre, me tournant le dos, et je pouvais voir ses épaules se raidir. Le fil sous ma chemise me brûlait la peau, mais j'ai gardé une expression neutre, attendant. Tu ne comprendrais pas, a finalement dit Valérie en se tournant vers moi. Tu n'as jamais compris ce dont j'avais besoin, ce que je méritais. Ce que tu mérites, ai-je répété avec précaution. Valérie, nous sommes mariés depuis 28 ans. Je t'ai donné tout ce que je pouvais.
De quoi as-tu besoin de plus? Elle a ri, mais c'était dur, cassant. Tout ce que tu pouvais. Laurent, tu m'as donné une vie de classe moyenne et une maison de classe moyenne avec un mari de classe moyenne qui parle de normes électriques et de chantier comme si c'était intéressant. Tu sais à quel point c'est ennuyeux. Les mots m'ont piqué, mais j'ai gardé ma voix égale. Alors les transferts d'argent. C'est quoi? Ton fond de fuite? C'est mon avenir, a dit Valérie, la voix s'élevant. Thierry et moi préparons ça depuis 2 ans. Nous partons au Costa Rica, quelque part où toi et ta vie ennuyeuse ne pourraient pas nous suivre. Thierry Lemaire, ai-je dit, laissant le nom flotter dans l'air. Mon ami. Ton ami est 2 fois plus un homme que tu ne le seras jamais, a rétorqué Valérie. Il est ambitieux, passionnant. Il ne passe pas ses soirées couverts de poussière de câble à parler de chute de tension. Et le fond des vétérans, ai-je demandé, passant au sujet suivant sur la liste de l'agent Dubois. Comment ça s'inscrit dans ton plan? Valérie s'est figée. Ses yeux se sont écarquillés et j'ai vu la panique traverser son visage. Qu'est-ce que tu veux dire à propos du fonds des vétérans? C'est à toi de me le dire, ai-je répondu doucement. Parce que j'ai fait quelques calculs, Valérie. Le fonds a récolté près de 785 000 € sur 3 ans, mais seulement la moitié de cette somme est parvenue aux anciens combattants. Où est passé le reste? Tu es paranoïaque, a-t-elle dit, mais sa voix tremblait. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Alors explique-moi, ai-je insisté. Explique-moi Horizon Gestion Immobilière. Explique les factures pour des services qui n'ont jamais été fournis. Explique pourquoi le nom de Camille figure sur les documents de constitution de l'entreprise. Le visage de Valérie s'est décomposé. Elle s'est agrippée au bord du comptoir comme si elle allait tomber. Depuis combien de temps es-tu au courant? Assez longtemps, ai-je répondu. Mais je veux l'entendre de toi. Tout. Elle m'a regardé pendant un long moment. Et quelque chose a changé dans son expression. Peut-être qu'elle était fatiguée de mentir. Peut-être qu'elle s'en fichait tout simplement, désormais. Quelle qu'en soit la raison, elle a commencé à parler. C'était l'idée de Thierry, a dit Valérie d'une voix neutre. Il y a 2 ans, il est venu me voir avec un plan. Le fonds des vétérans rapportait beaucoup d'argent et personne ne surveillait vraiment comment il était dépensé. Il a dit que nous pouvions détourner 30, peut-être 40% sans que personne ne s'en aperçoive. Et Camille, ai-je demandé, le cœur se brisant une fois de plus. Elle est avocate, a dit Valérie, comme si cela expliquait tout. Nous avions besoin de quelqu'un qui puisse mettre en place la structure juridique, donner une apparence légitime. Elle a accepté parce qu'elle pense que tu ne mérites pas l'entreprise que tu as bâtie. Elle pense que tu es faible, Laurent. Nous le pensons tous. Ces mots ont flotté dans l'air comme du poison. Ma femme, ma fille, pensant toutes deux que j'étais faible parce que j'avais été honnête, parce que j'avais travaillé dur et respecté les règles. Combien avez-vous volé, ai-je demandé doucement. 315 000 €. À peu près, a répondu Valérie, et il y avait presque de la fierté dans sa voix. Thierry a utilisé sa part pour faire des offres inférieures aux tiennes, te prendre tes contrats. Moi, j'ai utilisé la mienne pour préparer notre nouvelle vie. Camille a eu un pourcentage pour le travail illégal. Et les vétérans qui avaient besoin d'aide, ai-je demandé. Ceux comme Julien qui sont rentrés avec rien. Valérie a haussé les épaules. Ils ont quand même reçu de l'argent. Ce n'est pas de notre faute si le gouvernement ne s'occupe pas mieux d'eux. J'ai dévisagé ma femme, cette femme avec qui j'avais passé 28 ans, et j'ai réalisé que je ne l'avais jamais vraiment connue. Elle n'était pas seulement infidèle. Elle était cruelle, égoïste, et totalement dépourvue des valeurs que je pensais que nous partagions. Je veux le divorce, ai-je dit simplement. Valérie a ri. Très bien. Mais je prends la moitié de tout, Laurent. La maison, l'entreprise, les comptes-retraites, tout. Non, ai-je dit calmement. Tu n'auras rien. Regarde-moi faire, a-t-elle dit. J'ai un avocat. Tu n'as rien. Sauf une inculpation pénale qui arrive droit sur toi, les jeux interrompus. La brigade financière a tout, Valérie. Chaque transaction, chaque fausse facture, chaque conversation. Ils vous tiennent, toi, Thierry, et Camille, sur le fait. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Tu mens. J'ai soulevé légèrement ma chemise,
je lui ai montré le micro scotché dans mon dos. Non. Et tout ce que tu viens de dire, la police a entendu chaque mot. La police a agi vite. Dans les 48 heures suivant les aveux enregistrés de Valérie, les agents ont exécuté des mandats de perquisition chez nous, dans l'entreprise de Thierry et dans l'appartement de Camille. J'ai observé de l'autre côté de la rue alors qu'ils sortaient des cartons de documents, des ordinateurs, des téléphones. Valérie se tenait sur la pelouse, menottée, le visage tordu de rage et d'incrédulité. Elle pensait vraiment qu'elle allait s'en tirer. Sébastien m'a appelé cet après-midi-là. Thierry et Camille ont été arrêtés ce matin. Tous les trois sont en détention provisoire en attendant leur comparution. Qu'en est-il d'Antoine, ai-je demandé. Mon fils, le streamer qui avait passé les 5 dernières années à vivre de mon argent sans rien faire. Il coopère, a dit prudemment Sébastien. Apparemment, il était au courant de l'escroquerie, mais n'était pas directement impliqué. Il témoigne contre sa mère et sa sœur en échange d'une immunité. Je n'ai pas été surpris. Antoine avait toujours été un survivant, le genre de personne qui jetterait n'importe qui sous un bus pour se sauver. Au moins, cette fois, son égoïsme fonctionnait dans la bonne direction. Julien est passé à l'atelier plus tard dans la journée. Il semblait plus léger, comme si un poids lui avait été enlevé. J'ai entendu parler des arrestations, a-t-il dit en s'asseyant en face de moi dans mon bureau. Comment tu tiens le coup, honnêtement? Je me sens soulagé, ai-je dit. Pour la première fois depuis des mois, je peux respirer. Les gars de l'association ont entendu ce que tu as fait, a poursuivi Julien. Le fait que tu utilises ton propre argent pour t'assurer que chaque vétéran reçoive ce qui lui était dû par le fond. Ils veulent organiser un dîner en ton honneur, papa. Te rendre hommage comme il se doit. J'ai secoué la tête. Je n'ai pas besoin de reconnaissance. J'avais juste besoin de faire ce qui est juste. Je sais, a dit Julien. C'est pour ça qu'ils veulent t'honorer. Parce que tu n'étais pas obligé de faire tout ça. Tu aurais pu simplement divorcer de Valérie discrètement, te protéger et t'en aller. Mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es assuré que justice soit faite. Pas seulement pour toi. Mais pour tout ce qu'elle a blessé. 3 semaines plus tard, je me tenais dans un tribunal et je regardais Valérie, Thierry et Camille plaider coupables d'escroquerie en bande organisée, détournement de fonds au détriment d'une association caritative, et blanchiment d'argent. Le procureur a exposé tout le stratagème dans ses détails les plus brutaux. Les fausses factures, la société écran, le vol systématique des fonds destinés à aider les vétérans. Camille a pleuré tout du long, mais Valérie regardait droit devant elle, son visage un masque de fureur glaciale. Le juge a condamné Valérie à 8 ans de prison ferme. Thierry en a pris 7. Camille, parce qu'elle avait coopéré et témoigné, a écopé de 4 ans et a été définitivement radiée du barreau. Je n'ai rien ressenti en les regardant être emmenés menottés. Ni satisfaction, ni sentiment de revanche, juste une sensation de vide, car la justice, bien que rendue, ne pouvait réparer les dégâts qu'ils avaient causés. Sophie Lemaire, la femme de Thierry, est venue me voir dans le couloir du tribunal après l'audience. En tant que procureure elle-même, elle s'était récusée de l'affaire, mais avait assisté à chaque audience. Merci, a dit doucement Sophie. De ne pas les avoir laissés s'en tirer. Tu méritais mieux que Thierry, ai-je répondu. Toi aussi, a dit Sophie. Mieux que Valérie. Mais au moins maintenant, nous connaissons tous les deux la vérité, et nous pouvons aller de l'avant. J'ai regardé Sophie s'éloigner, cette femme forte qui avait perdu son mariage mais gardé sa dignité. Puis je suis sorti du tribunal, sous le soleil éclatant de l'Isère, je suis monté dans mon camion et j'ai conduit jusqu'à la salle de l'association des vétérans où Julien m'attendait. Où une salle pleine d'anciens combattants, des hommes qui avaient tout donné pour ce pays, se sont levés et ont applaudi quand je suis entré. Pas parce que j'étais un héros, mais parce que j'avais fait ce qui était juste quand il aurait été plus facile de ne rien faire. Ce soir-là, je me suis tenu au pupitre et j'ai regardé ces visages marqués par la guerre et les épreuves. Des hommes qui comprenaient le sacrifice d'une manière que la plupart des gens ne comprendraient jamais. Je n'ai pas fait ça pour être reconnu, ai-je dit. Je l'ai fait parce que mon fils Julien est revenu de la guerre et méritait mieux que d'être volé par des gens qui faisaient semblant de s'en soucier. Vous méritez tous mieux, et je ne pouvais pas rester les bras croisés et laisser faire. Les applaudissements qui ont suivi ont été assourdissants. Mais ce qui importait le plus, c'était Julien, debout au premier rang, la fierté brillant dans ses yeux. Mon fils, non par le sang, mais par choix.
La seule famille qui comptait vraiment. 15 mois après les arrestations, je me tenais sur le parking du nouveau centre de ressources pour vétérans, regardant l'équipe de construction apporter les touches finales au bâtiment. J'avais vendu la maison que je partageais avec Valérie, liquidé quelques investissements et utilisé l'argent pour construire quelque chose qui allait vraiment aider les gens. Le centre de ressources pour vétérans du Pont offrirait des formations professionnelles, des conseils psychologiques, une aide au logement et des fonds d'urgence pour les vétérans en crise. Julien se tenait à mes côtés, portant son uniforme de cérémonie. Il était le nouveau directeur du centre, et le regarder s'approprier ce projet avait été meilleur que n'importe quelle vengeance que j'aurais pu imaginer. « Tu es prêt pour l'inauguration ?» a demandé Julien. « Aussi près que possible », ai-je répondu. La cérémonie a été simple. Le maire a fait un discours. Quelques vétérans locaux ont partagé leurs histoires. Et puis, j'ai pris la parole au pupitre. Ce centre existe parce que des gens de bien ont refusé de garder le silence face à l'injustice, ai-je dit en regardant la foule. Il existe parce qu'une communauté s'est rassemblée et a dit que nos vétérans méritaient mieux. Et il existe parce que mon fils Julien m'a rappelé que la famille, ce n'est pas une question de sang. C'est le fait d'être présent. C'est de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Après la cérémonie, Sébastien m'a pris à part. J'ai eu des nouvelles d'Hélène aujourd'hui, a dit mon frère en parlant de mon avocate pour le divorce. Le jugement final a été prononcé. Tu es officiellement un homme libre. Combien a-t-elle pris, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Rien du tout, a répondu Sébastien avec un sourire. Confiscation des avoirs. Ils lui ont tout pris. La maison, les voitures, les comptes offshore. Tout va être liquidé pour payer des réparations aux victimes. J'ai pensé à Valérie, assise dans une prison, dépouillée de tout ce qu'elle valorisait, face à 6 années supplémentaires de conséquences pour ses choix. Une part de moi voulait ressentir de la satisfaction, mais je me sentais surtout fatigué. Fatigué de la colère, fatigué de la trahison, fatigué de regarder en arrière. Et Camille, ai-je demandé. L'expression de Sébastien s'est assombrie. Toujours en prison. Elle ne sera pas admissible à une libération conditionnelle avant 2 ans. Elle écrit à Antoine parfois, mais il ne répond jamais. Antoine avait déménagé en Bretagne 3 mois après le procès, coupant tout contact avec sa mère et sa sœur. J'avais entendu par des amis communs qu'il avait trouvé un vrai travail, et qu'il gagnait enfin sa vie. Peut-être que le choc de voir sa famille imploser l'avait finalement forcé à grandir. Ou peut-être qu'il fuyait simplement la honte. Quoi qu'il en soit, il avait fait le choix de témoigner contre elle, et maintenant il devait vivre avec ça. « Et toi ?» a demandé Sébastien en scrutant mon visage. « Tu vas bien ?» J'ai regardé le centre pour les vétérans, Julien qui discutait avec certains des gars qui allaient utiliser les services, l'avenir que je construisais plutôt que le passé que j'avais perdu. « Ouais », ai-je dit. « Vraiment bien. » 6 mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelait Claire. Elle était infirmière à l'hôpital d'instruction des armées et elle avait un sourire qui m'a rappelé ce que ça faisait d'être vue. Nous avons pris notre temps. Des rendez-vous autour d'un café et de longues conversations, construisant quelque chose de vrai au lieu de nous précipiter dans quelque chose de pratique. Elle connaissait mon histoire, elle savait pour Valérie et la trahison. Et elle ne s'est pas enfuie. Elle a juste écouté. Puis elle m'a parlé de son propre divorce, de ses propres cicatrices, et comment elle avait appris que recommencer à zéro, ce n'était pas oublier le passé. C'était ne pas laisser le passé définir votre avenir. Par une fraîche soirée d'octobre, je me tenais avec Claire à un match de football, regardant Julien entraîner une équipe de jeunes qu'il avait créée grâce au centre pour les vétérans. Les gamins sur le terrain étaient un mélange d'enfants de familles de militaires et de jeunes en difficulté. Tous recevaient une chance qu'ils n'auraient peut-être pas eue autrement. Julien a soufflé dans son sifflet, a crié des encouragements, et j'ai vu l'homme qu'il était devenu malgré tout ce qu'il avait traversé. Claire m'a serré la main. « Tu as construit quelque chose de bien ici, Laurent. » Nous avons construit quelque chose de bien, ai-je corrigé en regardant le centre, l'équipe, la communauté qui s'était ralliée autour d'une idée. Tous ensemble. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Julien, accepté en master. Programme de conseil. Je vais aider d'autres vétérans à rentrer chez eux. J'ai souri, j'ai répondu, fier de toi, mon fils. Et j'étais fier de Julien, fier de ce que nous avions construit,
fier d'avoir eu le courage de faire exploser mon mensonge confortable pour affronter la vérité. Valérie m'avait pris 28 ans de ma vie, mais elle ne m'avait pas pris mon avenir. Celui-là m'appartenait toujours. Et j'allais faire en sorte qu'il compte.